rapidement avant de démarrer. Donc merci bien sûr à l'AEPS pour l'invitation et particulièrement à Stéphane Sapin ainsi que le bureau régional d'Île-de-France pour l'organisation de ce bistrot pédagogique, donc spécial 10 ans et dédié à la pensée des différences, sexuées en EPS. Donc on avait hésité sur l'écriture du mot pensée, enfin ce fera peut-être l'objet de discussion. Alors je suis ravi d'être ici puisque j'ai exercé plus de 10 ans dans l'académie de Créteil, donc dans cette région, en tant que prof d'EPS. Et je suis aussi ravi de débattre avec l'ensemble des participants ici présents, donc à la table et dans la salle, et en particulier avec Michel Volonda, dont les travaux pionniers sur la mixité ne peuvent pas être ignorés et dont la richesse du parcours professionnel incite bien sûr au respect. Un clin d'œil également pour Pascal et Véronique, puisque quand j'étais, je vous l'ai dit, dans l'académie de Créteil, j'avais suivi l'une de vos formations dédiées à la mixité et à la question des filles et des garçons et à la question des inégalités de résultats entre les filles et les garçons. Alors, le titre qui vous est ici présenté, je vais essayer de bien mettre le micro haut et de parler du coup fort. Le titre a été modifié mais a été maintenu la formule de l'égalité sans condition, une formule qui peut interpeller. Alors tout de suite, d'où vient cette expression ? C'est une formulation qui nous vient du champ des sciences politiques, mobilisée par Réjeanne Sénac, et dont je dirai quelques mots, et c'est également une formulation qui a été reprise dans le champ de l'EPS lors d'un colloque qui s'est tenu à l'INSP de Dijon, le colloque Mixité, Égalité et Pratique en EPS, dont je dirai également quelques mots. Alors, ce colloque justement Mixité, Égalité et Pratique en EPS, qui a eu lieu en novembre 2018, proposait de faire le point, un tour d'actualité sur les pratiques de la mixité. Alors l'idée n'était pas de fermer le débat sur le retour de la non-mixité à l'école, ni céder, puisqu'on sait qu'il existe au plan international, et je pense aux travaux d'Antoine Bréau, des formules qui valorisent la non-mixité, le retour à des classes non mixtes à l'école. L'idée n'était pas non plus de céder sur la défense de la mixité, alors en sachant bien sûr qu'elle ne garantit pas l'égalité. L'objectif de ce colloque était d'explorer les pratiques qui se rapprochent en EPS ou au-delà, qui se rapprochent ou s'éloignent d'une égalité sans condition. Un séminaire du même nom qui se tient depuis 2017 avec les étudiants M2 MEF EPS à l'INSP de Dijon. Et de ce séminaire s'est rapidement imposé une insatisfaction chez les stagiaires, notamment une insatisfaction face aux pratiques de la mixité, une insatisfaction face aux pratiques de la mixité et à leurs effets sur les questions d'égalité, et cela bien sûr malgré un volontarisme affiché des enseignants stagiaires, ce qui fait écho d'ailleurs au travail de Sigolène Kouchochex, Geneviève Cogerino, Michel Coltis sur cette question, d'une part, et d'autre part, des formations initiales insistantes en STAPS sur les approches de la mixité, mais peut-être insuffisantes sur les questions du genre. Enfin, on pourrait bien sûr en discuter. Cécile Autogali a publié un texte là-dessus dans le dernier ouvrage de Geneviève Cogerino. Alors, plusieurs contradictions ont émergé lors du séminaire. Le dilemme, égalité, équité, égalité formelle, égalité réelle, et des dilemmes qui, à notre échelle, nous ont semblé insolubles si ce n'est de changer de logiciel de pensée, ou tout du moins de faire un pas de côté, d'essayer de faire un pas de côté, d'envisager de nouvelles pistes pour tenter de dépasser les contradictions. Alors penser l'égalité sans condition est l'une de ces pistes, et cette expression nous vient de Réjeanne Sénac, donc directrice de recherche au CNRS, enseignante à Sciences Po Paris, et membre du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, Présage, qui a publié plusieurs ouvrages, dont 2 retiennent mon attention aujourd'hui. Le premier, qui est intitulé « L'égalité sous conditions », publié en 2015, et le second, qui a été publié en 2019, intitulé « L'égalité sans conditions, osons nous imaginer et être semblables ». Alors, les 2 ouvrages sont remarquables, et je vous invite bien sûr à la lecture. Et pour vous synthétiser en une phrase, l'enjeu du premier ouvrage, c'est d'analyser les conditions d'impossibilité de l'égalité. Impossibilité de l'égalité, le butoir de la pensée, pour reprendre ces termes, alors que dans le second ouvrage, l'égalité sans condition, son objectif est d'analyser les conditions de possibilité de l'égalité et les conditions de possibilité d'une égalité au sens républicain. C'est ce qui guidera le propos aujourd'hui.
Alors Régine Sénac nous avait fait l'honneur d'introduire le colloque Mixité-Égalité à Dijon avec l'idée de penser les controverses. Et penser les controverses, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est la commande qui m'a été donnée en revenant sur des débats persistants en EPS. Alors la mixité est une thématique durable, dirons-nous en EPS, une thématique durable par contre depuis qu'elle est une question posée. En EPS. Alors, ce qui nécessite un rapide détour, un bref détour historique. Et ce détour historique ne peut pas ignorer l'héritage de la séparation et l'héritage de la séparation des corps, puisqu'au nom d'une égalité dans la différence, les corps ont été séparés jusqu'au milieu des années 70. Alors, bien sûr, une séparation des filles et des garçons qui n'est pas spécifique à l'EPS, puisque cette séparation a été pendant longtemps la norme scolaire. En EPS, des spécificités, puisqu'il y a des résistances qui ont pu s'exprimer par rapport au mélange des sexes en fonction d'un ordre moral, d'un ordre scolaire, d'une vulnérabilité supposée plus grande chez les filles. La question d'une spécificité de l'éducation physique dite féminine, notamment après-guerre, dans le sillage des formations à l'ENSEP jeunes filles, sous la direction d'Yvonne Surel et sous l'impulsion de Mireille André Fromentel, même si la formule avait pu être questionnée par Claude Magnin, Michel Volonda l'avait rappelé lors du premier colloque, du premier bistrot pédagogique il y a 10 ans. Alors un souhait de mixité qui a émergé dans les années 68. Je pense là ici à Nick Davis qui a formulé explicitement une demande de mutation en 1968 pour avoir des classes mixtes. Je pense également à Claude Pujadrono, son groupe d'expression corporelle ouvert aux deux sexes à l'IREPS de Paris en 1970. Je pense au stage institutionnel de formation sur la mixité qui a été organisé par l'inspectrice Eugénie Dejean à Châtenay-Malabry en 1974. Mais la mixité n'a véritablement été questionnée qu'à partir du milieu des années 70, à partir du moment où les corps ont pu être rassemblés dans le cadre scolaire et par suite en EPS. Alors, une découverte de la mixité qui a été lente en EPS et qui a rapidement laissé place à des travaux pionniers, Michel Vonda, Nick Davis, qui ont montré cette illusion égalitaire. Alors, une illusion égalitaire face à la neutralité apparente. Lorsqu'on pense aux instructions officielles, on pense tout de suite, lorsqu'on fait de l'écrien, au JO de 85, 86, où c'est pour la première fois que l'on parle d'élèves ou d'enfants et non pas de filles et de garçons. Donc une neutralité apparente dans les textes officiels. Et une illusion qui a été aussi dénoncée par les travaux sur le terrain. Alors, rapidement pour faire un tour, puisque c'est pas l'objet du propos, mais pour faire un tour des questions portées sur la mixité, vous avez ici un certain nombre de références, mais je fais bien sûr référence aux travaux universitaires sur le genre, avec Geneviève Cogérino à Lyon, Chantal Amadesco à Toulouse, Sigolène Kouchochex entre autres à Créteil, qui ont pu mettre en tension l'évaluation. Cécile Vigneron avait très bien montré que la fabrication des différences passait par des curricula masculins et des attentes moindres pour les filles. Des interrogations qui ont été également formulées sur les relations pédagogiques. On sait que la quantité et la qualité des interactions prof-élèves peuvent différer selon le sexe. Sigolène Kouchochex, Vanessa Lantillon l'ont montré. Des questionnements sur le type de mixité. Je fais ici référence aux travaux de Cathy Patinet qui a présenté 4 types de mixité. D'une mixité qui est ensemble, on est ensemble mais on reste séparés, à une mixité qui serait davantage réfléchie et portée sur les questions d'égalité. Des questions portées sur les programmations en EPS, avec les questions sur l'héritage sexué, les connotations sexuées des différentes activités enseignées. Des réflexions didactiques donc sur les modes d'entrée, les connotations des activités, les contenus culturels et bien sûr un certain nombre d'expérimentations professionnelles. La revue Contre-Pied s'en est fait l'écho en 2004 en 2013. La revue EPS avait consacré un dossier sur cette question en 2008. Cathy Patinet et Cécile Vigneron, dans le dernier ouvrage de Geneviève Cogérino, font des propositions qui peuvent bien sûr ouvrir la discussion, mais qui ont le mérite d'exister. Et bien sûr la piste de l'équité. Alors, moi je me suis posé des questions sur les origines de cette équité. Alors, on pourrait le situer depuis le début des années 2000, et je sais qu'il y avait eu peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais je sais qu'en 2000, il y avait eu une publication de l'INRP qui était intitulée « Équité et arrangement évaluatif »,
sous la direction de Bernard David, est en tout cas une des pratiques de l'équité qui ont pu se développer dans une perspective de justice et d'égalité des chances, mais qui ont pu aussi mener à de potentielles dérives, dont celle d'un bien triste retour à l'éternel féminin, pour paraphraser Annick Davis récemment en 2010. Alors pour penser les controverses, une définition. La définition qui nous réunit tous, la première que l'on diffuse dans les formations, celle de l'égalité. L'égalité est un principe républicain. Un principe républicain qui postule la même chose, la même loi, les mêmes droits, les mêmes chances pour tous et pour toutes. Un principe républicain, première chose, et dont on peut retenir que l'enjeu, c'est de positionner les individus dans une relation de non-domination. La question de la domination entre les filles et les garçons, entre le masculin et entre le féminin. Mais de nombreux travaux depuis ont montré que ce principe fondateur des systèmes politiques universalistes dont se réclame la France est une des promesses les plus inachevées, de la modernité. Alors, l'égalité par la mixité. Alors, tout de suite, la mixité n'est pas un synonyme d'égalité, et on sait, ni de neutralité. On sait que la mixité ne conduit pas de fait à l'égalité, ce qui peut questionner la tension entre une égalité formelle, une égalité de droit qui serait affichée dans les textes, dans les discours, au risque des faits et de persistantes inégalités. Alors, cette neutralité, Nicole Mosconi le décrit bien, qui est en réalité une fausse neutralité, puisqu'on vit dans un monde du masculin neutre. Sous la neutralité, c'est le masculin qui prédomine. Et ce qui fait aussi référence, qui nécessite de prendre en compte les rapports sociaux entre les sexes et cet ingrédient de la formation, cet ingrédient caché, le curriculum caché, comme l'appellent les sociologues, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend à l'école, qui n'est ni enseigné, qui ne figure ni dans les préparations des enseignants, ni dans les textes officiels, mais qui, de fait, est appris véritablement à l'école. Alors ça questionne aussi plusieurs niveaux de mixité. Alors, quand on pense à la mixité, on peut bien sûr la définir par son contraire, la séparation, l'histoire nous le montre, mais quand on pense à la mixité, on pense tout de suite au mélange, et en l'occurrence au mélange des sexes. Par contre, ce niveau de définition ne semble pas suffisant et on peut être amené à prendre en compte, définir la mixité en fonction de ses effets. Alors Cathy Patinet décrit 4 types de mixité, on peut à minima décrire 2 niveaux de mixité en fonction de ses effets. Une mixité qu'on pourrait appeler une mixité juxtaposée, où tout se trouve et se retrouve. Nos élèves, filles ou garçons, arrivent avec leurs a priori, et repartent de nos cours avec les mêmes a priori. Et il y a eu moment de mixité, ils ont été ensemble, mais rien ne s'est produit en termes de processus et en termes d'apprentissage. Et un autre niveau de mixité que l'on pourrait appeler une mixité véritable, qui pourrait constituer un mélange réussi. Alors bien sûr, apprendre à mettre entre guillemets, qu'est-ce que le mélange réussi, mais où l'idée serait de prendre en compte les différences pour offrir la possibilité de s'en affranchir. Pas forcément pour imposer une modification, mais pour offrir la possibilité, dans la liberté, la liberté qui colle à l'égalité, la possibilité de s'en affranchir. Alors, qu'est-ce que cela nous dit de la mixité ? Cela nous dit qu'il n'existe déjà pas une mixité, mais des mixités dans nos cours. Cela nous dit également que la mixité, plus qu'un simple mélange, c'est avant tout, et je fais référence à Claude Zeilman, un processus. Et un processus, de fait, sur lequel chacun et chacune peut agir. Et ça, c'est rassurant pour nous les profs, puisqu'il y a la possibilité d'agir sur ce processus avant de mener à tel ou tel résultat. Alors, est-ce que... vers quel peut être l'horizon de l'égalité à partir du moment où on accepte la question de la mixité. Alors, pour une mixité plus égalitaire, de l'égalité formelle, on est passé rapidement à l'inégalité des résultats, donc à une inégalité dans les faits, ce qui pose la question de... L'un des choix était celui de l'équité. Alors, l'équité qui s'inscrit dans une question de justice, dans un monde de justice sociale, et qui a pu se développer en réaction aux difficultés à faire réussir les filles et les garçons, les filles plus que les garçons en EPS, mais face à l'hétérogénéité des ressources motrices, face aux inégalités de résultats, face à une égalité jugée impossible sur les terrains de sport. Il n'y a qu'à regarder les pratiques fédérales pour voir que la question de la mixité n'est pas si simple d'accès. Se sont développées des pratiques de l'équité pensées plus justes et réalistes. Alors, j'insiste, l'équité, c'est un principe de justice sociale qui vise à lutter contre des formes de domination au moyen de pratiques qui sont établies pour corriger des règles
des règles déshumanisées, des règles indifférenciées, des règles jugées trop générales. Et par contre, au-delà du cadre scolaire, l'équité s'est imposée en France, en EPS, mais en écho à un tournant, et au tournant que Rejane Cenac appelle le tournant différentialiste des années 80, où face c'est le moment dans les années 80 où est contesté l'universalisme républicain. Vous savez, cette fameuse formule, l'indifférence aux différences, non, il n'était pas possible de s'en tenir là. Et donc des discours se sont imposés dans le débat public, des discours sur la reconnaissance des différences, qui ont pu alimenter ces questions de l'équité. Alors quel bilan aujourd'hui? C'est bien sûr discutable, mais moi je dirais que les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Pourquoi les résultats escomptés n'ont pas été atteints? Puisque les représentations des activités demeurent traditionnelles, les écarts de sexe perdurent entre les filles et les garçons, même s'ils ont pu être réduits et considérablement réduits. Les filles aujourd'hui désertent l'orientation en STAPS et sont de moins en moins nombreuses à s'engager vers le professorat, surtout si l'on prend, on voit que le décrochage ne cesse de s'amplifier. De façon plus insidieuse, au-delà de cela qui est particulièrement visible, les pratiques de l'équité exposent les enseignants à certains dilemmes. Le premier, Geneviève Cogérino l'a étudié, ce qui relève des dilemmes de la justice. Les dilemmes de la justice, puis qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste n'est pas forcément considéré comme étant la même chose entre élèves, filles ou garçons, et entre profs ou élèves. La question des dilemmes de la justice, la question du mérite individuel. Marie Durubella vient de republier Le mérite contre la justice, qui fait particulièrement écho à ce qui peut se passer en EPS. Pire encore, les pratiques de l'équité font courir le risque de la complémentarité. Ce que j'appelle complémentarité, c'est une justification, et tout aura lieu, le nœud du problème se situe dans le niveau des justifications, où chaque sexe serait doté de capacités d'agir, de capacités et de motifs d'agir qui seraient spécifiques. Et du coup, qui enferment dans une représentation forcément binaire des choses. Donc finalement, cette équité place les filles et les femmes face à un choix impossible, devenir comme des hommes ou faire comme les garçons, ou rester des garçons imparfaits, des hommes imparfaits. Et on pourra peut-être revenir, mais une des règles qui relèverait, puisque dans l'application c'est bien sûr discutable, mais des pratiques de l'équité qui à mon sens a fait beaucoup de mal, la fameuse règle des 3 points, 1 point, on a tous vécu cette fameuse règle des 3 points, 1 point en sport collectif. Si un garçon marque, le but rapporte 1 point à l'équipe, si une fille marque, le but rapporte 3 points à l'équipe. Alors, l'idée initiale, c'est bien de corriger une règle, puisqu'on sait que les filles ne sont pas dans des motricités d'opposition, restent dans la coopération, ou lorsqu'elles tirent, elles ne fonctionnent pas. Donc ce sont les discours qui sont diffusés. Mais ce que cette règle ne dit pas, c'est ce que les sociologues appellent le curriculum caché, c'est que cette règle diffuse l'idée que les filles ne sont pas des coéquipières comme les autres. Et c'est là où cela devient intéressant, puisque les filles, non seulement elles sont intégrées à l'équipe pour les mêmes raisons qui auparavant prévalaient à leur exclusion, à savoir le fait qu'elles sont filles. D'accord? Là, je vais faire la passe et tu vas marquer, mais en tant que fille. D'accord? Donc, elles sont intégrées pour les mêmes raisons qui auparavant prévalaient à leur exclusion. Donc, à savoir leur différence de sexe, leur différence sexuée et le fait qu'elles sont filles. Mais elles apprennent aussi, je vous le disais, à rester des garçons imparfaits. Et pour être considérées à égalité, eh bien, les filles doivent performer leur différence, montrer leur différence pour être acceptées en tant que filles. Et une différence réelle ou supposée, mais marquée en tant que, c'est ce en tant que qui pose question par rapport, je répète, par rapport à l'approche de l'égalité du point de vue républicain. Donc l'égalité est ainsi mise en œuvre, Rejane Cenac nous dit, sous condition de performance de la différence. Or, en insistant sur les différences, en l'occurrence des filles, eh bien, le risque est d'enfermer les individus dans un groupe, le groupe des autres. Et si l'on enferme les individus dans le groupe des autres, eh bien, on s'éloigne du principe universel républicain qui est de considérer tous les individus comme des semblables. Donc à partir de ce moment-là, cela peut interroger les pratiques de la mixité et de l'égalité. Et finalement, un glissement s'opère d'une prise en compte des différences dans l'égalité à celle d'un retour qui serait celui de l'égalité dans la différence, ce qui pose bien sûr problème. Donc je terminerai sur l'égalité sans condition.
pour une mixité créatrice, puisque pour rappeler que choisir l'équité, c'est finalement justifier l'égalité par les différences au risque de les naturaliser et de renforcer l'idée de complémentarité. Inversement, si on applique les mêmes règles au nom de l'égalité, sans réflexion sur les moyens à déployer, eh bien cela revient à nier les différences, tout en idéalisant le principe égalitaire. Dans les deux cas, dans le premier cas, l'objectif c'est de corriger des injustices sans s'attaquer aux causes profondes. Dans le second cas, eh bien, les pratiques nient l'héritage sexué des activités, l'hétérogénéité des ressources des élèves, mais dans les deux cas, c'est le sexe qui reste le critère dominant et organisateur des pratiques. Alors, comment sortir du dilemme? L'une des pistes pourrait être celle de l'égalité sans condition, ce qui me fait dire que la réponse est politique avant d'être pédagogique. Politique dans cet espace des possibles, dans la considération de l'espace des possibles. Politique dans le sens où la finalité doit précéder les moyens. À un moment, il faut s'interroger sur quelle égalité souhaitons-nous, celle des similarités, celle des différences, l'essentiel étant d'ensuite de faire évoluer ces pratiques en ce sens. La finalité doit précéder les moyens sans pour autant que la fin justifie tous les moyens. Là, je reprends les termes de Réjeanne Sénac, puisque tous les moyens ne sont pas bons pour atteindre la question de l'égalité. Preuve en est certaines naturalisations, certains renvoient des différences à une forme de nature, une nature éternelle, notamment la nature, c'est la question de la nature féminine. Donc l'égalité sans condition, c'est une approche conceptuelle qui n'est pas un synonyme d'égalité formelle, j'insiste. C'est un horizon de non-domination qui s'inscrit dans cette forme d'utopie et d'utopie politique, et un horizon de non-domination structurelle et relationnelle qui valoriserait, plutôt que les différences, la reconnaissance des similarités. Et c'est le contre-pied par rapport à la question des différences de revisiter les pratiques par rapport à ce qui relève du semblable entre les élèves. Alors, ce choix valorise un modèle des possibles, puisque la question quand je dis utopie, c'est vraiment se situer dans cet intervalle entre ce qui est et ce qui pourrait être. Sur cette question de la finalité. C'est articuler les conditions, c'est considérer les conditions de possibilité et d'impossibilité de l'égalité, et c'est c'est défendre une transformation radicale des pratiques. Pourquoi là je fais référence à Nancy Fraser qui, dans un ouvrage qui s'appelle La justice sociale, qui étudie les deux remèdes, les remèdes qu'elle appelle les remèdes transformateurs et un autre remède qu'elle appelle les remèdes correcteurs. Alors les remèdes correcteurs, l'équité relèverait de ces pratiques correctrices, et du point de vue du genre, que montre l'auteur? Elle nous montre que les remèdes correctifs, par la reconnaissance des différences, ont tendance au final à figer les différences, et donc à les reproduire, à alimenter leur reproduction. Tandis que les remèdes transformateurs visent à déstabiliser les différences afin d'ouvrir de nouvelles possibilités. Alors, donc de fait, privilégier les pratiques transformatrices aux pratiques correctives pour ouvrir de nouveaux possibles. Alors bien sûr, en considérant les butoirs de l'égalité, j'en retiens au moins deux, la question des corps sexués, puisque ne pas nier les différences. Il est difficile en EPS de nier les différences, alors qu'elles soient réelles ou qu'elles soient supposées, mais entre les filles et les garçons. Mais toute la difficulté serait de les considérer en situation. On a tous l'exemple dans nos classes, au-delà d'une réflexion binaire dualiste, les filles et les garçons, on a tous l'exemple d'une fille qui peut pratiquer une activité sportive en dehors de l'école, qui réussira mieux qu'un garçon qui ne pratique pas d'activité sportive, par exemple. Donc l'idée de croiser les catégories. Et donc ce qui invite à toujours reconsidérer les choses en situation. Bien sûr, un autre butoir, c'est celui des discours, le butoir discursif, et se montrer vigilant aux discours qui justifient tel ou tel choix professionnel. Alors ça, c'est tout l'objet de l'ouvrage de Réjeanne Sénac, d'analyser derrière les enjeux d'égalité, enfin derrière les promotions de formes d'égalité, les discours qui justifient telle ou telle pratique, qui peuvent après montrer un pas de côté ou en conformité avec l'égalité au sens républicain. Et travailler les catégories d'identification. Et je terminerai là-dessus, j'arrive au terme. Donc quel horizon de l'égalité? Alors déplacer le regard scolaire, c'est une invitation à considérer ce qui rassemble plutôt que ce qui différencie, et envisager les élèves comme des semblables, au sens de semblable, donc d'une forme de citoyenneté, au sens politique, la question est sur ce registre. Éviter le piège de la complémentarité, donc refuser les assignations binaires, les filles ou les garçons,
la fille ou la femme ou l'homme, enfin voilà, tout ce qui génère le singulier n'existe pas, sauf dans les représentations. Hein, il n'y a que des filles toutes différentes les unes des autres dans nos classes, que des garçons tous différents les uns des autres dans nos classes, et donc que des élèves à considérer dans leur singularité. Et émanciper des assignations identitaires en croisant les rapports de domination qui sont liés aux catégories de genre, qui pourraient être liés aux catégories de classe sociale. Hein, on sait que les filles qui pratiquent à l'UNSS, qui s'engagent à l'UNSS, sont moins celles issues des milieux populaires que celles venant des milieux aisés, malgré le prix dérisoire et le nombre d'activités proposées dans les associations sportives des établissements. Catherine Louveau l'a très bien montré, et cela à plusieurs reprises. Alors, un mot pour conclure sur Françoise Héritier, puisque c'est Françoise Héritier qui a inspiré le titre de la journée. Donc Françoise Héritier, elle a montré comment la valence différentielle des sexes traduisait la différence en hiérarchie. Tout allait bien jusqu'ici. Elle traduit la différence en hiérarchie et en pouvoir du masculin sur le féminin, au point que cette domination du masculin constitue le socle de la pensée, de la pensée humaine. Alors, mais j'aime aussi moi rappeler cette phrase de Françoise Héritier. J'aime le rappeler lors de chaque réflexion sur la mixité et les questions d'égalité en EPS, puisque rien de ce qui nous paraît n'est naturel. Lorsque cela met en action les corps et les corps sexués, cela a le mérite de nous faire réfléchir. Sous-entendu, étonnez-vous, étonnons-nous de tout, et donc pourquoi pas de nouvelles formes de pratique de la mixité. Je termine dans les temps. Merci.